En 2017, à Anse-Bertrand, les archéologues de l'INRAP mettent au jour les restes de l'habitation sucrerie Saint-Jacques. Un moulin, plusieurs remises, 3 rangées de cases à nègres où sont parqués les esclaves. Dans cet univers concentrationnaire, l'homme n'est qu'un outil parmi d'autres. C'est un corps mécanisé, décharné, consumé par le travail jusqu'à son dernier souffle. Le moment où les esclaves creusaient les trous pour planter les cannes et celui où ils les récoltaient étaient les périodes les plus éprouvantes. Les esclaves maigrissaient presque à vue d'œil quand ils creusaient les trous tellement c'était épuisant, et on les nourrissait à peine. Il y avait des femmes dans toutes les équipes qui, la moitié du temps, exécutaient le travail le plus dur et le plus sale comme les hommes, voire même avant les hommes. Ce que l'on constate alors, quand de jeunes femmes exécutent un travail aussi harassant, c'est que le taux de natalité est très bas et que le taux de mortalité infantile est incroyablement élevé. Au milieu du XVIIIe siècle, 90% des enfants d'esclaves jamaïcaines n'atteignaient pas l'âge d'1 an. Il est donc impossible pour la plantation de se reproduire dans de telles conditions. Les plantations sont gérées par des économes qui vont développer des relations qui sont vraiment des relations proprement utilitaires. On est dans l'exploitation pure de la main-d'œuvre. Donc une société très, très particulière parce que le taux moyen de vie sur une plantation est extrêmement faible. Il tourne autour de entre 8 et 10 ans. La logique du système esclavagiste, c'est la logique d'une disponibilité absolue de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre doit être disponible. Et pour que la main-d'œuvre soit disponible, l'homme est conçu comme un accessoire, en quelque sorte, de la terre. Il apparaît d'ailleurs comme tel dans les inventaires d'habitation. Les listes d'esclaves apparaissent au même titre que le cheptel et au même titre que les instruments manufacturiers.